Bonjour à tous et content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Comme d'hab, hein, notre point, je dirais, par quinzaine, donc toujours sous un format simple, authentique, sans coupage, montage, trucage, sans effets spéciaux, toujours dans la simplicité et la bonne humeur. Donc tout d'abord, à chacun d'entre vous, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez-en un maximum avec vos amis, vos connaissances, votre famille surtout. Et puis surtout, profitez-en pour recharger les batteries. Je crois qu'il y en a réellement besoin. Voilà, donc on va se retrouver tout de suite après l'introduction pour parler en fait d'un mail que j'ai reçu donc d'Olivier et donc où il me fait part de la situation qu'il ressent actuellement là où il est, c'est-à-dire en France, et puis de son projet de venir s'installer au Sénégal. Je risque peut-être et je pense que je vais faire la vidéo en deux parties parce que j'aimerais m'attarder sur la première partie, c'est-à-dire la situation telle qu'elle est en Europe actuellement, mais pas qu'en Europe, en Occident en général. Et dans la deuxième partie, que je ferai donc sous quinzaine, parler des conditions pour venir s'installer ici au Sénégal et comment nous vivons la situation et quels sont les conseils que je peux donner aux gens qui veulent quitter, s'installer ici pour sortir de la situation actuelle là-bas. Voilà, donc on se retrouve tout de suite après l'introduction. À tout de suite. Voilà, donc de retour. Alors donc Olivier dans son mail hein, me suit à travers les vidéos et d'ailleurs je le remercie, puis je remercie chacun d'entre vous pour votre fidélité, pour les nombreux messages que je reçois régulièrement, hein, comme toujours, pour les messages d'encouragement et ça me fait chaud au cœur et ça ne peut que m'encourager à perdurer. Hein. Donc il me dit qu'en fait donc c'est une famille type, hein, donc la quarantaine avec deux enfants. Un de 17 et de 18 ans et l'autre de 18 ans. Et en fait, ce que m'explique Olivier, c'est qu'à l'opposé du climat anxiogène, limite hystérique en France, le calme, la quiétude et la grande sérénité de la mentalité sénégalaise commencent à me manquer cruellement. En fait, il faut savoir que Olivier donc, a connu le Sénégal jusqu'à l'âge de 12 ans, puisque son père était coopérant. Donc, il a gardé cette image du Sénégal. Et au vu de la situation actuelle en Europe et particulièrement en France, son projet, c'est de venir s'installer avec sa famille. Donc dans cette partie, en fait, j'aimerais revenir sur ce qu'il dit, c'est-à-dire le climat anxiogène limite hystérique. Alors j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, et à une grande majorité, hein, les gens me rejoignent en me disant « Franz, ce que tu dis, tu n'exagères pas », et du moins les commentaires ou les informations qu'on te donne sont conformes à la réalité, c'est-à-dire que le climat actuel en Europe et en France particulièrement est totalement anxiogène et qu'il y a un grand climat de suspicion, voilà, de délation, etc. Alors il y a des personnes qui m'ont dit non, Franz, ces gens-là exagèrent. Alors peut-être, je veux bien croire qu'en fonction des régions ou des situations locales, bien entendu, si vous vivez dans un village, je pense que le climat anxiogène sera peut-être moindre que si vous vivez dans une grande ville. Ou alors peut-être l'inverse, le fait de vivre dans un petit village avec un nombre limité d'habitants, peut-être que ça peut accentuer le phénomène de, je dirais, de délation ou de dénonciation, je ne sais pas, ou de critique. Ça, vous me le direz, mais je pense que le climat anxiogène, on le retrouve peut-être plus dans les grandes villes et peut-être moins à la campagne. Enfin, c'est... voilà, comme toujours, quand je parle de quelque chose, j'aime bien en parler en connaissance de cause. Donc quand je vous parle du Sénégal et de ce que je peux ressentir un étranger, c'est-à-dire un immigré comme moi, je vous en parle parce que je vis là 365 jours de l'année et je pense savoir de quoi je parle. Là, vous parlez de la situation en France, alors c'est un peu paradoxal parce que c'est mon pays, mais ça fait 5 ans et demi que je n'y suis pas rentré. Et je suis persuadé d'une chose, c'est que là, si je devais rentrer en France actuellement, je ne retrouverai pas la mentalité que j'ai laissée il y a 5 ans et demi. Et je serais peut-être confronté à des choses qui pourraient m'interpeller ou me choquer ou me surprendre parce que je n'y étais pas confronté il y a 5 ans et demi. Et je pense qu'à cause du Covid, il y a eu énormément de changements dans le climat général, dans l'ambiance générale. Donc je suis en décalage en fait. Je ne peux pas à l'heure d'aujourd'hui parler de la situation en France parce que je ne la vis pas, parce que je n'y travaille pas, parce que je n'y vis pas avec ma famille.
C'est simplement les informations que m'on donne. Je remercie aussi ma sœur qui est là-bas, qui est sur place, mon père qui me donne aussi des informations, plus tous les gens qui me suivent et qui régulièrement me font part de leurs ressentis. Mais quand on parle d'un climat anxiogène, limite hystérique, je veux bien le croire. Pourquoi? Parce que je suis, à l'heure d'aujourd'hui, je suis les informations. Je suis le journal de France 2 le soir. Je suis le journal de la RTS aussi pour la Suisse. Je suis les informations en Belgique. J'écoute aussi des radios italiennes, donc j'entends les informations. Et je retrouve le même discours, le pass sanitaire qui devient le pass vaccinal, les vaccins, etc., donc les contraintes vaccinales. Et je retrouve le même dialogue, mais simplement pour des pays différents. Et donc, en fait, son mail, il n'a rien, je dirais, d'exceptionnel parce que je reçois beaucoup de demandes de gens qui me disent « Franz, j'en ai marre de la situation, je ne peux pas continuer comme ça, je veux partir. Est-ce que vivre au Sénégal, c'est risqué? Est-ce que vivre au Sénégal, est-ce que ça a changé depuis que je n'y suis pas revenu, etc. » Donc tout ça, on verra dans la deuxième partie. Mais là, dans cette partie, ce que je voudrais vous dire, c'est que vu d'un œil extérieur, moi, je vous le dis honnêtement, j'ai l'impression que, en fait, on vous vend du rêve. Il y a 5 mois ou 6 mois en arrière, j'avais fait une vidéo, c'était « Indignez-vous ». Je vous remettrai d'ailleurs le lien de cette vidéo. Et à l'époque, je parlais de Stéphane Hessel, qui était un ancien résistant, qui est décédé depuis, et qui avait d'ailleurs participé au comité national de la résistance, le CMR, c'est ça, le CNR, le comité national de la résistance, si je ne me trompe pas. Et il disait n'ayez pas peur quand vous êtes face à des situations qui vous choquent, de vous indigner, de la dénoncer et d'interpeller. Et c'est ce que j'avais fait à l'époque parce que moi, j'estimais que le chantage, c'était un chantage en quelque sorte, c'était de vous dire si vous voulez garder votre travail, vous devez vous faire vacciner. Ma sœur avait subi ce chantage-là, mais elle n'était pas la seule. Des millions d'autres personnes l'ont subi. D'autres personnes se sont fait vacciner volontairement, de leur plein gré, et je ne les juge pas. Mais surtout, moi, ce qui m'indignait, c'était les gens qui n'étaient pas favorables au vaccin et que si elles ne se faisaient pas vacciner, elles risquaient de perdre leur travail. Donc à l'époque, j'ai fait cette vidéo et depuis, il y a eu encore d'autres choses qui m'ont indigné. Nous sommes passés donc de ce chantage au pass sanitaire, qui il y a encore quelques mois n'était absolument pas envisageable. Le pass sanitaire est en train de se terminer pour nous parler maintenant du pass vaccinal. Donc vous voyez, on franchit encore une nouvelle étape. Et puis surtout, la chose qui me paraît le plus choquant, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on veut vacciner les enfants. Et je me dis, mais il n'y a pas de limite. C'est la surenchère continuelle. Et puis on vous dit qu'à chaque fois, c'est pour votre bien-être, c'est pour votre santé, que grâce à ça, vous allez recouvrer la liberté. Mais en fait, vous ne la recouvrez pas, la liberté. J'ai l'impression même que vous faites grignoter votre liberté, petit à petit, on vous grignote des marges de liberté, des marges de manœuvre, et que votre champ d'action devient de plus en plus limité. Moi, c'est comme ça que je perçois les choses ici. Je vous le dis en toute sincérité, je n'ai rien à cacher, je n'ai rien à perdre, mais je vous dis mon ressenti, c'est que, en fait, j'ai l'impression que vous avez le nez dans le guidon. Enfin, pour beaucoup, vous avez le nez dans le guidon et puis on vous rajoute des choses. Et puis vous pédalez, vous avancez en vous disant de toute façon, je n'ai pas le choix, il faut faire comme ça. Si on veut sortir de cette pandémie, voilà, je n'ai pas d'autre possibilité. Mais vu d'un œil extérieur, j'ai l'impression qu'en fait, ça ne va pas dans le bon sens. Toute cette histoire, en fait, que la stratégie est mauvaise. Parce que, pourquoi je vous dis ça, en fait? La semaine dernière, je suis allé à Dakar. Je suis allé parce que je devais aller au consulat général pour des papiers et puis en même temps, je devais récupérer Tidiane qui est en vacances et qui passe ses vacances ici à Sali. Je suis allé à Dakar et il y a une chose qui m'a interpellé, c'est qu'il n'y a aucune contrainte, aucune distanciation, aucune contrainte sanitaire. J'ai pris un taxi collectif, c'est-à-dire un taxi 5 ou 6 places pour y aller. Nous ne portions pas de masque, nous étions collés les uns sur les autres. Et quand je suis arrivé à Dakar, j'ai pratiquement peu vu de personnes portant le masque. Et les gens se croisaient, s'entrechoquaient, c'est dense, hein, la population à Dakar, donc les gens se croisent. Donc aucune distanciation sanitaire. Et quand nous sommes rentrés de Dakar avec Tidiane,
Je lui ai posé la question, il m'a dit, tu sais papa, le Covid, c'est plus le souci numéro un, on n'y pense même plus, on n'en fait même pas cas et tu vois bien, les contraintes sanitaires, on n'en tient même pas compte, on ne les respecte pas. Et pour rentrer, comme c'était la période juste avant Noël, il était difficile de trouver des taxis collectifs. Nous sommes rentrés dans un bus en commun où dedans nous devions être une quinzaine, quelque chose comme ça. Aucun ne portait le masque. Et nous étions serrés les uns contre les autres dans ce bus. Donc c'est dans ces moments-là que je me dis, mais il y a un décalage en fait de stratégie. C'est-à-dire qu'à vous, en Europe, on vous met une pression incommensurable pour respecter les gestes barrières, pour respecter les contraintes sanitaires. J'ai vu des gens qui s'isolaient chez eux dans leur chambre pour ne pas côtoyer les membres de leur famille, pour éviter tout risque de contact. Et puis à côté de ça, ici, là où je vis, vous avez plusieurs centaines de millions de personnes, pour ne pas dire 1 milliard, qui ne respectent pas la distanciation, les contraintes sanitaires. Donc vous imaginez bien, en fait, si je devais résumer, et si je suivais le discours qu'on vous tient là-bas, bah nous, ici, nous sommes des fabriques à variants. Moi-même, je m'inclus dedans. Alors, donc, je suis une fabrique à variants. Et donc, vous, de votre côté, c'est sans limite. Parce que vous allez vous surprotéger. Puis on vous dira non, attendez, il y a un nouveau variant qui surgit. Donc, c'est pas fini, on va rajouter des contraintes, etc. Alors que nous, ici, bah, on n'a absolument aucune contrainte et on continue notre vie de tous les jours. Parce que, je le répète et je me répète, nos priorités sont ailleurs. Donc, je sais pas, je comprends pas. J'ai l'impression que on marche sur la tête, en fait. C'est sans fin. Peut-être qu'il y aura une fin, en fait, quand nous serons arrivés à un variant qui sera totalement inoffensif, alors qu'il sera très, très présent dans la population, mais son taux de, je dirais, de dangerosité sera très, très faible. Peut-être que là, ça s'arrêtera, la pandémie s'arrêtera d'elle-même. Mais tant que nous ne serons pas arrivés à ce stade-là, bah vous allez continuer à devoir subir des contraintes. C'est invivable. C'est invivable depuis 2 ans ce que vous subissez. Les gamins, moi ce qui me choque, c'est que les gamins, on leur impose le port du masque de 8h du matin jusqu'à 18h, c'est-à-dire à la sortie de l'école, même à la récréation, ils doivent porter leur masque. Mais c'est pas acceptable. C'est pas acceptable ce truc-là. C'est là que ça me choque. Donc voilà, je veux dire, je comprends pas. Je me sens en décalage. Alors vous me direz si vous trouvez que je suis totalement déconnecté, déphasé, et que ce que je dis n'est pas intelligent, n'est pas compréhensible, n'est pas... Ou bien vous me direz que voilà, vous êtes en accord avec ce que je ressens. Ce que je vous le dis de manière spontanée, sans filtre, comme toujours. Je vous dis les choses telles que je le ressens. C'est le fruit de ma réflexion. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ça ne peut pas continuer comme ça. Et ce qui me choque le plus, j'en reviens à ça, c'est les enfants. À l'heure d'aujourd'hui, vous vous rendez compte, on va demander aux enfants de se faire vacciner pour protéger, non pas eux, parce qu'il n'y a quasiment aucun risque, mais pour protéger les générations précédentes. On demande à la jeunesse, à qui déjà on leur fourgue une planète totalement ravagée, une planète abîmée, esquintée, où on parle du réchauffement climatique, de la fonte des calottes glaciaires. On leur file déjà cette planète-là et en plus on leur injecte un vaccin dans les veines, non pas pour les protéger eux, mais pour protéger les générations précédentes. Mais ça va pas cette histoire-là. Mais je me dis, mais les pauvres jeunes, mais c'est quoi les perspectives d'avenir? Ça ne peut pas continuer comme ça. Je le dis calmement, mais je suis presque à la limite, je suis en colère parce que je me dis, c'est nos enfants et on leur donne des perspectives de merde, excusez-moi le terme, mais des perspectives de merde et des perspectives d'avenir, ou même sur le plan économique, c'est même pas réjouissant. Du chômage, des licenciements, des trucs. Mais ils ont aucun rêve en fait. Sur le plan économique, c'est saturé. Sur le plan écologique, malheureusement, on est arrivé à des échéances où le point de non-retour est déjà atteint. Et puis sur le plan sanitaire, médical, on leur injecte un produit dans les veines, non pas pour les protéger eux, mais pour protéger les générations précédentes. Donc voilà, voilà ce que je voulais dire. Et donc moi, ce que dit Olivier, je m'y retrouve pleinement. C'est que les gens qui vivent là-bas, là où vous vivez, ne peuvent plus supporter ça. C'est invivable, et surtout pour leurs enfants. Et donc beaucoup de gens veulent partir, et je reçois beaucoup de demandes. Alors je le dis, avant d'entamer le deuxième épisode, donc, dans une quinzaine de jours,
Ici, nous sommes confrontés à des difficultés, nous sommes confrontés à des contraintes, mais totalement différentes, qui n'ont rien à voir avec vos contraintes. C'est pas le paradis. Nous avons, c'est vrai, le soleil. Nous avons une joie de vivre que vous n'avez plus ou que vous n'avez pas. Nous avons un cadre de vie qui est formidable. Vous voyez, regardez le soleil, la luminosité, le chant des oiseaux. Voilà. Mais ici, les Sénégalais sont confrontés à des difficultés qui sont difficiles, très difficiles, et ils doivent les surmonter. Et ça, j'en parlerai dans la vidéo, dans notre prochaine vidéo. Mais dans cette vidéo-là, je voulais faire une piqûre de rappel pour vous dire que la situation que vous vivez actuellement, vous avez en fait un champ d'action de plus en plus limité, de plus en plus restrictif, avec des contraintes de plus en plus liberticides. Ça, c'est une réalité. Et ça, on ne m'en fera pas changer d'avis. Voilà pourquoi je vous remettrai donc la vidéo « Indignez-vous ». Et puis, pour finir, vous savez, il y a quelques années de ça, j'avais fait une vidéo où je parlais des Français qui vivaient ici et puis qui, sans s'en rendre compte, s'enfonçaient parce que ils avaient de moins en moins de finances, moins en moins de réserves, et puis en fait leur pouvoir d'achat diminuait au fur et à mesure, mais ils ne s'en rendaient pas compte. Et pour ça, j'avais pris une image qu'on voit souvent sur Internet. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, c'est l'image de la grenouille ébouillantée. Alors c'est imagé, hein, je ne pense pas qu'en vrai ça puisse se faire, mais bon, si vous tapez sur Internet syndrome de la grenouille ébouillantée, le principe il est très simple. Si vous prenez une casserole d'eau chaude et que vous plongez une grenouille dedans, son réflexe ça va être de sortir de la casserole avec l'eau bouillante. Donc, mais par contre, si vous plongez une grenouille dans une casserole avec de l'eau à température ambiante et qu'ensuite vous la mettez sur le feu et que vous fassiez chauffer, la grenouille va se laisser ébouillanter tout doucement parce qu'elle ne se rendra pas compte de l'élévation de la température. Et elle mourra en étant ébouillantée sans être rendue compte. Je dirais que vous êtes un peu là-dedans, vous êtes avec le syndrome de la grenouille ébouillantée, c'est-à-dire qu'on vous fait mijoter à feu doux, mais régulièrement, et puis voilà, on en rajoute une couche, et puis à la fin, la situation dans laquelle vous êtes là actuellement, il y a 10 ans ou il y a 15 ans en arrière, n'aurait jamais passé parce que c'était anticonstitutionnel, c'était antidémocratique, enfin c'était anti-républicain. Et là, on nous l'a fait passer, je dirais, comme ça, de fil en aiguille, de manière naturelle, en vous disant c'est pour votre bien-être, c'est pour votre santé, continuez comme ça, et puis surtout ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous protéger. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Je vais terminer là. Deuxième partie dans une quinzaine de jours où je vous parlerai des questions que me pose Olivier. Et puis en attendant, à chacun d'entre vous, je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous et puis réfléchissez. Si mes propos peuvent vous aider dans votre réflexion, je sais bien que vous n'avez pas besoin de mes propos pour réfléchir, mais si ça peut vous conforter ou vous interpeller, c'est tant mieux, parce que c'était le but de cette vidéo. Voilà, je voulais profiter de ce moment de fête pour, comme toujours, vous parler en toute sincérité, à cœur ouvert, et vous dire vraiment ce que je ressens et comment je les vois d'ici, d'un œil extérieur. Cette vidéo, je vais lui trouver un nom, puisqu'elle est en deux parties. J'aurais pensé à Insoumission, mais ce nom-là, maintenant, en France, a une connotation politique, puisqu'il est repris par un groupe politique, les Insoumis. Donc, je vais plutôt l'intituler Résilience. Voilà, donc aujourd'hui, c'était Résilience partie 1, et la prochaine, dans 15 jours, Résilience partie 2. À chacun d'entre vous, je vous souhaite une bonne continuation, prenez soin de vous, et puis surtout, voilà, cultivez cette résilience, cultivez votre esprit critique, et puis n'ayez pas peur de sortir des sentiers battus quand vous estimez être dans votre droit, quand vous estimez que les choses dépassent votre entendement, votre compréhension. Indignez-vous surtout. À très bientôt et bonne journée à vous. Merci.